Moi, je veux essayer de décentrer les choses. Pour moi, ce n'est pas qu'un problème qui concerne euh, les officiers de police judiciaire, les juges d'instruction et les procureurs. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on me dit que quelque chose est systémique, voire systématique, c'est que toutes les composantes de la société participent de cette chose-là. Et ce qui se passe au Gabon, c'est qu'en réalité, si aujourd'hui nous en sommes là, avec le recours au traitement inhumain dégradant et aux tortures, etc., c'est parce que même la population est consentante et même parfois active dans ces dysfonctionnements-là. Ouais. J'en veux pour preuve le fait que quand un parent est dépassé par son enfant, il prend son enfant, et moi je me rappelle quand je grandissais, il prend son enfant, il va dire non, je vais t'amener à la gendarmerie, on va un peu Exact. te tabasser là-bas. Tonton. Mais pourquoi est-ce qu'un parent gabonais peut se dire ça? En France où on est ici là, vous croyez qu'un parent peut se dire je suis Une tellement dépassé par mon normalité. enfant que je le prends, je C'est l'amène à la maintenant gendarmerie? une normalité au Gabon. Voilà. Donc, c'est pour vous dire combien de fois, quand on dit que quelque chose est systémique et systématique, c'est ancré profondément dans la société. Dans nos mœurs. Donc, pour venir à bout de ce sujet, c'est vraiment toute la société. C'est une dimension globale, en fait. Moi, je veux bien qu'on parle, et ça m'intéresse, je veux bien qu'on parle de la procédure pénale, du code pénal, des procureurs, des machins de la procédure. Oui, oui, bien sûr. Et surtout, au premier chef, c'est eux qui sont responsables de la situation. Mais en réalité, ça fait 65 ans que le Gabon existe, et depuis 65 ans, méthodiquement, minutieusement, ils ont distillé dans la société gabonaise l'intériorisation, l'acceptation des tortures, des traitements inhumains dégradants, des humiliations, etc. À tel point que c'est devenu d'une banalité qui n'est dit pas son nom. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation qui semble être inextricable, parce qu'en réalité, même nous-mêmes les Gabonais lambda, nous participons de ça, ne serait-ce même que par notre discours. Nous participons de ça, nous validons ça, nous trouvons ça logique. Pour sortir de ça là, eh bien c'est carrément un reset qu'il faut, sur le bouton reset carrément qu'il faudra appuyer. Bien sûr, ça partira toujours du haut. Donc c'est ça que je voulais dire. Merci. Donc vous avez écouté, non? Les propos des deux personnes qui maîtrisent le droit, donc Madame Love et Monsieur Kaniwa, voilà, qui vous expliquent avec la lecture qu'ils ont eu à faire venant des procureurs, etc., que rien n'a changé concernant l'appareil judiciaire dans notre pays. Nous sommes dans la 5e République où tout devait être mis à plat. On devait on devait partir sur des nouvelles bases, mais c'est pas le cas. Et nous avons des représentants qui sont allés à l'ONU raconter des balivernes. Ils sont allés lire ce qui est écrit, mais c'est pas ce qu'ils appliquent dans notre pays. Ils appliquent le contraire. La torture qu'elle est partie dénigrer ou bien elle est partie en fait jeter en pâture à l'ONU, mais on l'applique au Gabon. Elle est normalisée au Gabon. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons plus de ça. Donc, nous allons maintenant mettre le monsieur, le comtesse, qui a posé des questions aux Gabonais qui sont allés là-bas nous représenter. Voilà, il leur dit que non, mais vous nous dites certaines choses, mais on constate certaines choses. Puis, tu veux dire quelque chose? Oui, je vais la bonne bête. Vas-y. La vidéo du monsieur là, non? Laquelle? Le monsieur là, le monsieur le comtesse là, le blanc là. Le blanc. Bon, en tout cas, je mets d'abord ça. Ah, je t'envoie la vidéo. Vas-y. La récente libération de 874 prisonniers le 16 mars 2026 n'est pas un simple fait divers judiciaire. Elle révèle au contraire une crise structurelle du système pénal gabonais, comme le souligne l'hebdomadaire L'Aube dans son numéro 442. Cette situation est le résultat d'un enchaînement de dysfonctionnements qui interroge la crédibilité de la justice. Selon Landria Bagaye Sono, président du syndicat national des magistrats du Gabon, SINAMAG, la surpopulation carcérale est la conséquence du non-respect du principe de l'inamovibilité du juge, mais aussi d'un suivi défaillant des dossiers judiciaires. Au cœur du problème, une rupture dans la chaîne judiciaire. L'Aube révèle que certains résultats d'audience pourtant enregistrés ne sont pas pris en compte par l'administration pénitentiaire.
Une défaillance grave qui entraîne le maintien en détention de personnes parfois libérées en droit. À cela s'ajoute l'absence de juges essentiels au bon fonctionnement du système. Les juges d'application des peines sont textuellement prévus, mais inexistants en réalité, déplore le magistrat. Une lacune qui empêche un suivi rigoureux des détenus. Autre facteur aggravant, les délais excessifs dans le traitement des dossiers. Les lenteurs judiciaires prolongent inutilement les détentions, contribuant directement à la surpopulation carcérale. Pour l'Aube, ces dysfonctionnements traduisent un système où les responsabilités sont diluées entre justice et administration pénitentiaire, sans coordination efficace. Donc ça, c'était aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est aujourd'hui, à un jour, hein, qu'ils ont publié ça. Bon, vous voyez bien qu'on a bien dit que ce dysfonctionnement, c'est eux-mêmes qui en parlent, c'est pas nous. À un moment donné, elle ne peut pas dire quelque chose et c'est son contraire qui se passe au Gabon. Donc quand tu vas venir répéter, je me demande quelle école les gens l'ont fait, bien, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. C'est-à-dire que la loi, oui, vous la récitez correctement, mais est-ce que vous l'appliquez? C'est ça le problème. Et là, on voit bien qu'il y a un problème d'application de la loi. Au niveau des trucs, on a parlé ici des détentions provisoires. On veut bien comprendre que la détention provisoire doit concerner certaines catégories de personnes, mais le souci qui se pose, c'est que nous avons d'abord eu des gens qu'on a libérés la dernière fois parce qu'on a fait la grâce présidentielle quand Oligi est arrivé. Donc écoutez, parce que deux fois, vous allez comprendre après où je vais en venir. 582 anciens détenus de la prison centrale de Libreville viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Souvenez-vous, le chef de l'État avait décidé de libérer 1000 prisonniers. Eh bien, c'est chose faite sur toute l'étendue du territoire national. Doris Cruz Nkulu Zue et Guy-Serge Dizambou étaient sur place. Plus de 500 détenus recouvrent enfin la liberté suite à la remise gracieuse de leur peine par le président de la transition. Après la revue des troubles par le gouverneur de la province de l'Est hier, accompagné du général de division, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Place à la levée des couleurs à la cour d'honneur de la prison centrale de Libreville. Le conseiller du président de la transition a précisé le contexte dans lequel se déroule cette cérémonie. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Discoter Olingema avait déclaré, je cite, « J'envisage la libération de nos prisonniers sous les conditions prévues par la loi ». Fin de citation. C'est vous dire que le coût de la libération a atteint toutes les sphères de la société gabonaise. La première autorité administrative de la province a tenu à prodiguer quelques conseils aux désormais ex-détenus. Le milieu carcéral doit être certainement un milieu difficile, où on ne voudrait même pas envoyer son pire ennemi. Donc je vous souhaite bon vent pour la suite de votre réinsertion dans la société. Mais d'abord, stop. Et si vous recommencez... Oui. Tu écoutes ta dame. Je vous Elle dit souhaite c'est un bon milieu vent. carcéral où on ne doit pas envoyer son... Pire ennemi. Est-ce que c'est logique? Ah. La prison n'est pas l'enfer. Elle vous souhaite bon vent. Non, ça c'est après. Est-ce que la prison c'est l'enfer? Je vois ici en France, les gens préfèrent d'aller en prison que de rester dans les problèmes ici. Le Club Med, en France. Les gens préfèrent d'aller en prison parce qu'ils savent qu'ils sont bien gardés et qu'ils ne payent rien, ils sont là-bas au calme. Moi, au Gabon, quand tu vas là-bas, tu as peur. Tu te pries même de sortir le lendemain matin parce que les droits humains ne sont pas respectés. Et la dame, elle parle ça comme si rien n'était. Et c'est normal. Kaniwa, Vas-y, motion, Kaniwa. Vas-y, motion. On écoute la motion de Kaniwa. Mais je vais mettre la totale après parce qu'il y a la totale des libérations là. Vas-y. Bah, en fait, je prends la parole parce que c'est exactement l'illustration de ce que je vous disais tantôt. Que c'est intériorisé dans la société gabonaise. Et en fait, pour les gens qui nous écoutent, moi j'ai même fait une vidéo sur ce sujet. Faut pas que vous croyez qu'on a envie que la prison soit le Club Med. Que les gens aillent là-bas s'amuser, rigoler, machin. C'est pas ça.
C'est pas ça le but de ce qu'on est en train de dire. On dit de respecter les droits humains. Exactement. Les Il y a une conditions de différence. détention doivent être dans les normes, en fait. Exactement. Tu Il y a dois une avoir ton différence lit, tu dois... Voilà, vas-y, papa. Désolé. Oui, non, t'inquiète. Il y a une différence entre un lieu de détention pour punir les gens par rapport à ce qu'ils ont fait et un enfer sur terre. Enfin, il y a quand même une nette différence entre ces deux choses. Or, précisément, les lieux de détention au Gabon sont des mini-enfers sur terre. Et j'avais fait une vidéo où, aussi pour ceux qui me suivent sur Yeba Juriste, où j'ai expliqué ça, où j'ai posé la question dans la vidéo. Malheureusement, elle est pas devenue virale, mais j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que les Gabonais veulent que les prisons gabonaises ressemblent à des enfers sur terre? Et en vrai, la réponse à la question, c'est oui. Aussi bizarre que cela puisse paraître, et c'est là que commence le problème. Le problème commence quand nous-mêmes, les citoyens lambda, qui n'avons pas de nom, qui n'avons pas de relation, etc., qui pouvons nous faire prendre à n'importe quel moment et nous retrouver sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Quand nous-mêmes, on commence à penser que ceux qui sont là-bas, ils n'ont que ce qu'ils méritent, alors que la majorité, comme je viens de vous dire, sont en détention préventive, en attente de jugement, parfois depuis 10 ans, on a vu des exemples. C'est là où le problème commence, en fait. Parce que les gens qui sont à la tête du pays, qui utilisent ces moyens-là pour broyer les gens, ils ne font que le faire d'autant mieux avec l'assentiment et l'aval de l'écrasante majorité de la société. Donc là, vous avez l'illustration parfaite. Le propos de cette gouverneure n'est que, comment dire ça, la traduction de ce que l'essentiel des Gabonais pensent. La prison, oui, c'est l'enfer. Et ça doit précisément être l'enfer. Parce que dans notre vécu, dans notre façon de réfléchir, en tout cas depuis 65 ans, il faut que l'être humain souffre. Si tu ne souffres pas, tu fais quoi? Tu dois souffrir. Donc c'est ça en fait. Oui, motion de l'ordre. Mais Kaniwa, une prison qui devrait contenir 800, on a 800 personnes, surtout avec 3500 détenus. Et à Port-Gentil, une prison qui devrait contenir 200 détenus, surtout avec 1000 détenus. C'est quand Il même... faut préciser que ce sont les prisons qui datent de l'époque coloniale. Hein? Oui, de 1970 pour Port-Gentil. Voilà. Vas-y, Love. Je vais te mettre l'interview après, hein, Love. Oh, c'est pas moi. Oh. Love, vas-y. Je complète ce que le frère Kaniwa a dit. Et je ne sais pas si vous avez écouté également la partie là où elle dit bon vent. On revient à ce que la dame là allait raconter là-bas à l'ONU. On n'a pas entendu la dame là, quand elle a libéré les détenus, leur parler de tout ce que la maman là allait raconter à l'ONU là-bas, c'est-à-dire des mesures de réinsertion dans la société. Quand vous sortez, on fera comme ça, vous irez dans telle administration pour déposer, je sais pas moi, un dossier, pour trouver peut-être du travail. En fait, des orientations par rapport à tout ce que la maman allait dire là-bas à l'ONU, que quand ils sortent, ils ne sont pas seuls, il y a des mesures de réinsertion. On n'a pas entendu. La seule chose qu'on a entendu, c'est bon vent, allez vous débrouiller. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Voilà la réalité des faits. Et moi, si tu as également, s'il te plaît, l'intervention du papa blanc là. On va mettre ça. Il faut qu'on écoute l'intervention. Au-delà de tout ce qu'on a écouté là, mettez l'intervention du papa blanc là à l'ONU. Parce que l'intervention là, quand le papa là a commencé à parler, s'il n'a pas décrit ce qui se passe dans nos milieux de détention et autres, c'est que je ne sais pas. C'est-à-dire que le papa là a posé aux mamans qui sont parties là-bas des questions que même elle-même, elle ne savait pas par où, comme on dit, commencer à répondre. Quand la réalité te rattrape. C'est-à-dire que le papa blanc là a pris le temps de lire le rapport, phrase par phrase, et a détaillé le rapport là. Mais c'était l'intervention du papa là. Parce que moi-même, quand j'ai écouté ça ce matin, sincèrement, j'étais choquée. Bon, je n'étais pas choquée, mais j'étais choquée non seulement parce que la maman l'allait raconter, insister à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la pratique. Et l'intervention du papa est venue ramener les mamans là à la réalité. Je suis obligée de dire des mamans là à la réalité. C'est-à-dire que même l'expression du visage, tu vois quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, et puis la personne te demande que ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Tu vois l'expression de ton visage, non? C'est l'expression du visage là que nos mamans avaient.
Faut mettre les... Vas-y, fils. Quand on dit des enfants... Attends 2 secondes. 2 secondes. Kanga les a attrapés. Excusez-moi. Tapotez le live, partagez-le, vous envoyez les autres, vous équipez Good Live. Merci beaucoup. Respectez les consignes du live. Je vous répète ici que mes lives ne sont pas les lives du folklore où on vient danser. Non. On est là pour sensibiliser, on fait de la pédagogie. C'est très important. On vous met des choses que les gens vous cachent. Voilà. À nu ici. Donc, s'il vous plaît, respectez les consignes. Vas-y, Peace. D'accord, je continue. Bon vent est là, elle va parler. Bien évidemment, vous repartirez dans la case prison, ce que je ne vous souhaite pas. Notons que sur les 3554 détenus à la prison centrale de Libreville, 685 ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Et il faut dire que cette mesure de clémence vient ainsi dispenser les condamnés à exécuter intégralement leur peine. Patricia Lidimouele a signé ce document. On regarde. Là, c'est du kunabélisme. Après, le reste, là, c'était juste pour vous. Alors, je tiens, excusez-moi de faire une motion improvisée. J'ai 5% de batterie. Et là, il faut distinguer. Je ne sais pas si mon frère Kaniwa est d'accord avec moi. Il faut distinguer la grâce présidentielle qui intervient parce que tu t'es bien comporté là-bas. Et puis, le président, dans ses différents pouvoirs, il décide de prendre un acte qui vient te gracier ici. 2. La relaxe, l'acquittement ou le non-lieu. Parce que ce qu'on allait leur dire là-bas, ce n'était pas la grâce présidentielle. Ils sont allés parler du non-lieu, des mesures de relax ou encore de l'acquittement. C'est-à-dire que quand le dossier est vide, comme le cas par exemple de Bilibinze, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Et que, comment on appelle, le procureur de la République, puisque le code de procédure pénale dit que c'est lui qui décide de la suite à donner. Et il se rend compte que dans les enquêtes, s'il y a eu bien sûr enquête, parce que là on se rend compte même que les enquêtes là, les mandats de dépôt arrivent même avant les enquêtes. Il y a la plainte, mandat de dépôt. Bon, bref, il se rend compte que le dossier est vide, il peut décider d'un non-lieu. Et le papa, c'est pourquoi je dis mettez le papa bleu, le papa blanc. Le papa blanc, on a parlé. Combien des affaires au Gabon, nos hommes de loi ont décidé d'appliquer ou de rendre une décision de non-lieu parce que les dossiers étaient vides. Est-ce qu'on ne choisit pas souvent d'envoyer la personne en détention préventive et puis après, on cherche les preuves? Au lieu que les preuves, on cherche ça d'abord avant. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit que le dossier se constitue d'abord par la police judiciaire. Ça veut dire que c'est la première étape, les preuves. Les articles concernant la police judiciaire nous disent que la police judiciaire a l'obligation ici de chercher les preuves. C'est-à-dire qu'ils prennent la plainte, ensuite ils rassemblent les preuves. Et c'est cette plainte et cette preuve-là qui vont constituer le dossier qu'ils vont maintenant envoyer au procureur de la République. Et si le procureur de la République se rend compte que les preuves qui ont été envoyées ou qui ont été mises dans le dossier sont incomplets, il peut demander une enquête ici, là, comment on appelle ça, de complémentarité, hein, je pense bien. Si je n'ai pas... Kaniwa, aide-moi avec le terme juridique. Une enquête complémentaire. Voilà. On ne dit pas que il demande l'enquête depuis le début. On dit complémentaire, c'est-à-dire un complément d'enquête. C'est qui vient compléter. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des enquêtes depuis au préalable. Des enquêtes qui ont été faites par la police judiciaire. Et ensuite, si les preuves sont insuffisantes, on fait une autre enquête complémentaire pour compléter. Maintenant, au-delà de l'enquête complémentaire, s'ils se rendent compte encore que il n'y a rien, l'infraction là n'est pas constituée, il n'y a pas, les preuves, ça ne tient pas, il décide de la suite à donner à ce dossier. Il peut décider du non-lieu. Combien des affaires dans notre pays ont abouti au non-lieu?
parce que le dossier était vide. Et combien sont ceux-là qui ont le dossier vide, qui se sont quand même retrouvés en détention préventive? Ça, c'est un. Deuxièmement, combien ont été relaxés et combien ont été acquittés? Parce que quand on parle de relax, on voit la contravention et les délits. Ça, c'est devant la juridiction correctionnelle. Et quand on parle d'acquittement, on voit les crimes, ça, c'est la cour d'assises. Bon, combien des affaires ont abouti à la relaxation ou à l'acquittement? Et après combien de temps ces dossiers-là ont été jugés? Combien des années ces gens l'ont fait en détention préventive avant que leur dossier ne traverse de la juridiction d'instruction ou du moins du juge d'instruction pour arriver devant la juridiction correctionnelle ou encore devant la cour d'assises? Il y en a combien? Et après combien de temps? C'est de ça dont l'ONU est en train de parler. L'ONU ne parle pas de la grâce présidentielle où finalement on décide que bon, le président de la République, dans ses pouvoirs en matière d'exécutif, parce que là il faut distinguer, le président de la République c'est l'exécutif. Mais la justice est rendue par qui? La justice est rendue par le judiciaire, au nom du peuple. La grâce présidentielle, oui, c'est un pouvoir qui vient ici faire sortir, gracier des personnes. Mais ça n'a rien à voir avec le jugement des affaires dont l'ONU est en train de reprocher à notre pays, avec les délais, avec le temps, avec la procédure. Ça n'a rien à voir. Eux, ils ont été graciés par le président de la République. Ça, c'est l'exécutif qui est intervenu. Mais quand on parle du judiciaire, combien de dossiers le judiciaire a jugé? Combien ils ont relaxé, combien ils ont acquitté, combien ils ont rendu le non-lieu et combien ont été condamnés. Et après combien de temps? Et combien sont ces dossiers-là où finalement, avant même qu'on envoie le dossier en matière, avant même que le procureur envoie le dossier chez le juge d'instruction, il a plutôt décidé ici de faire la composition pénale, c'est-à-dire les arrangements à l'amiable entre la victime et le présumé coupable. Combien? Combien de dossiers? C'est ça dont ils sont en train de parler. Les mesures alternatives. Combien de personnes ont bénéficié des mesures alternatives à l'incarcération? Combien? Moi, je m'arrête par là. Ce sont des questions. Parce que la grâce présidentielle, c'est un autre mécanisme. Mais ça, c'est l'exécutif. Ça n'a rien à voir avec la justice. Et là aussi, il faut dire que non. Dans la justice. Il faut, excuse-moi, il faut aussi se poser la question à savoir que non, il y a combien d'affaires que les juges ont eu à traiter sans que le judiciaire vienne mettre la bouche, sans qu'on le dise que non, tel est là-bas, il est en prison, oh, c'est lequel, appelle, non, il y a combien? Exactement, il y en a combien, il y a combien qu'on n'a pas reçu. Je sais pas, comme disait l'avocat blanc là, ou papa qui était sur le plateau là où il disait, la dame, elle a rêvé, je prends le cas de monsieur Bilibinze, où elle a rêvé de monsieur Bilibinze après 18 ans, elle a décidé de porter plainte, où elle a reçu un coup d'appel. Il a dit ceci, où elle a rêvé de Bilibinze, où elle a reçu un coup d'appel. Combien sont les affaires où il y a des coups de téléphone? Donc c'est ça dont on nous reproche. On ne nous parle pas ici de la grâce présidentielle, parce que la grâce présidentielle, c'est le président de la République. C'est pas le président de la République qui rend la justice, qui fait la justice. Non! On a le pouvoir judiciaire qui est composé ici d'un ensemble de magistrats, de greffiers et autres. Ces affaires-là qui ont été traitées sur les 7000 dont parlait mon frère Kaniwa. Ces affaires qui ont été traitées par combien? Combien ont été relaxés? Combien ont été acquittés? Combien on a rendu le non-lieu? Combien ont été condamnés? Je m'arrête par là. M'amenez pas le nom. Vas-y, après on poursuit, on va mettre le truc là. Vas-y. Après on donne à Kevin et après on va poursuivre. Vas-y. C'est-à-dire qu'en gros, on libère des vraies personnes qui ont commis des délits pendant que les personnes qui sont innocentes pourrissent en prison. Parce qu'aujourd'hui, on a libéré ces personnes-là par grâce présidentielle. Mais maintenant, écoutez les conséquences de ces libérations. C'est la partie du... Les grâces présidentielles accordées par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à de nombreux détenus des prisons gabonaises et d'autres retours classiques à la liberté sont souvent bien accueillis, applaudis par la population. Ces mesures visent à soulager les maisons d'arrêt surpeuplées et à offrir une seconde chance aux condamnés. Cependant,
Plusieurs mois après leur libération, l'absence de programme concret de réinsertion sociale a fait replonger de nombreux anciens détenus dans la délinquance. Selon des organismes chargés du suivi des anciens prisonniers, la majorité de ces individus, livrés à eux-mêmes, ont rapidement repris leurs anciennes habitudes. Fatigués d'errer sans occupation, ces jeunes hommes se heurtent à un mur, à savoir le rejet familial, la stigmatisation sociale et les obstacles administratifs insurmontables. D'ailleurs, beaucoup se retrouvent ainsi de nouveau incarcérés à la prison centrale de Libreville, surnommée Sans Famille, un établissement carcéral connu pour ses conditions de vie difficiles. Donc, vous voyez qu'on libère des personnes qui sont des vrais coupables, qui sont machin, et maintenant on les renvoie en prison. Donc tu vois un peu le Mais c'est ce truc. que je Alors, disais. les personnes, C'est ce que. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je disais. La grâce présidentielle, c'est un truc. C'est l'exécutif. On t'a déjà jugé, on t'a reconnu coupable, et puis après, on vient. Mais celui-là qui est en détention préventive, qui doit arriver devant la juridiction, combien sont ces affaires qui ont déjà été jugées? Combien on a quitté? Combien on a relaxé? Combien on a rendu le non-lieu? Parce que ceux-là, ils sont encore en détention préventive. On doit encore établir s'il y a culpabilité ou pas. Combien? Combien? Depuis 2000, je ne sais combien, jusqu'à aujourd'hui, combien? Voilà les résultats. En tout cas, pardon, m'amenez pas le nom. j'ai même ton vieux papa blanc maintenant que tu demandais là, il est là. Attends, je le mets. Avant de le mettre, écoutons d'abord Kevin des autres. Attends, stop. Kevin, donne ton point de vue et le prince. Après, on va mettre de la vidéo. On va pas durer ici pendant des heures. Kevin! D'accord. Allez-y. Bonsoir. Non, mais c'est un sujet assez dramatique, je dirais même tragique, hein. Le sujet sur la justice gabonaise, le système judiciaire en lui-même. Et on ne se rend pas compte parfois de la gravité. Et que c'est un sujet même qui devait même concerner tout le monde, qui devait vraiment faire du bruit sur les réseaux sociaux. Parce que je veux revenir par exemple sur la fameuse détention préventive là, qui est pour moi au Gabon vraiment un système d'oppression pour briser les citoyens. J'avais vu en mars 2025, ils avaient fait une espèce de vague de libération par grâce présidentielle. Et parmi les gens qui avaient été libérés à ce moment-là, il y avait plusieurs jeunes hommes, dont un qui s'appelait Peggy. 20 ans en détention préventive. On ne se rend pas compte. Même lorsque j'ai vu ça, 20 ans, ce dernier n'avait pas de dossier au tribunal de Libreville. Excuse-moi, Kevin. Est-ce que quand c'est comme ça, quand le monsieur, on trouve qu'il n'a rien dans le dossier et qu'il a eu à faire... Mais il n'y a même pas de dossier, on le dédommage. Il va te dédommager. Non, mais c'est là... Non. Puis, on est là pour faire de la prévention. Nous sommes dans la 5e République. Ou bien, on doit dédommager le monsieur, on le réinsère dans la société, on trouve un travail, bien une formation, et c'est comme ça que ça se passe dans les pays qui se respectent. Le monsieur était en détention protégée pendant 20 ans, toute une vie. Ah, tu as donné qu'à ceux qui sont retournés encore en prison là, non? Vas-y. Et le pire, hein, c'est qu'il avait 18 ans à l'époque. Donc, il est rentré, il avait 18 ans, il ressort à 38 ans. Toute sa vie. Puis il y avait un autre, Pierre, 18 ans de détention préventive. Je crois un étranger qui a lui aussi avait fait 18 ans, Pape, 18 ans de détention préventive. Alan, lui aussi pareil, 17 ans de détention préventive. Et malheureusement au Gabon, les cas comme ça là, ils sont légion. En prison là, il y a plusieurs Gabonais et même des étrangers, même des mineurs. Les gens ne tapent pas le live, hein. Ils ne font pas les consignes. Le live est bloqué, ne tape pas le live. Il envoie les autres, rien du tout. Et voilà comment des gens... C'est triste, hein. Dans ces cas-là, d'après ce qui avait été réalisé par ce prisonnier, il n'y avait aucun dossier au tribunal. Il n'y avait rien. Il y avait un autre jeune homme aussi qui était libre en début d'année, après 10 ans de détention préventive. Lui-même était même innocent. Il était même innocent.
C'est qu'il il a fait 10 ans en prison, mais finalement, là, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas lui qui avait commis le vol pour lequel il avait été accusé. Mais 21 ans à l'âge des faits, ils sont à 31 ans. Mais je me dis souvent, est-ce que les gars là, quand ils font ce qu'ils font là, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? J'ai même du mal à m'imaginer 10 ans. Tu restes comme disait Kaniwa, dans un enfer. Et pire, lorsque tu n'as encore rien commis. Tu n'as rien commis. Tu vis cette affaire-là. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore des cas, pour ceux qui ne s'intéressent pas souvent à ce qui se passe dans le paysage judiciaire gabonais, il y a des cas, je crois que GMTF fait une émission sur ça, où lorsqu'ils font la descente des quartiers là pour ramasser tous les jeunes qui là semblent un peu bandits là, il y a des cas même de confusion de nom. Qui une fois que on t'amène au tribunal là-bas, que l'on place les juges, les procureurs devant les faits accomplis, il y a des cas où on met les gens sous mandat de dépôt et après, sans que les familles ne soient au courant, les prisonniers sont déplacés, ils sont envoyés à Makoko, ils sont envoyés comme à Mwanda. Les familles ne sont pas au courant. Donc, au Gabon, si tu n'as pas vraiment, en fait, nous sommes à un niveau, si tu n'as pas les nombres, tu n'as pas l'argent. Si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, la justice va détruire ta vie. Si tu tombes dans les filets de ces gens-là, elle va détruire ta vie. Parce que c'est grave. Et sur l'affaire, en prévenu sur l'affaire de l'ONU, là, il y a un truc qui m'a encore choqué. C'est quand on nous parle de lieux de détention non officiels. Au Gabon, il y a des lieux de détention non officiels. Et si les gens se souviennent de ce qui s'est passé avec l'affaire Hans Otunga, qu'est-ce qu'il avait dit dans ses déclarations? Que lorsqu'on l'a soulevé comme un poulet en plein midi devant son bouillon, par des gens pick-up blancs, cagoulés et tout, ils l'ont emmené où? Dans une maison, une villa quelque part dans les forêts. Pour lui faire subir tout un tas de choses vraiment inimaginables. Et dans ces coins-là, il y a d'autres gars, il y a des Gabonais là-bas. Il y a des lieux de détention où, si tu as un problème avec un des gens qui portent les uniformes là, ou un politique, tu peux te retrouver kidnappé et détenu pendant des années sans qu'on ne sache où tu es. Et le pire, c'est que dans les rapports qui ont été faits, parce que le Gabon a été détenu pendant quasiment, je crois pas, de 3 heures ou 4 heures, on a décrypté un peu toutes les enquêtes qu'ils ont menées au Gabon. Et il en ressort que lorsque un certain nombre de crimes sont commis par les forces de défense et de sécurité, il n'y a quasiment systématiquement aucune sanction. Pas d'enquête, aucune sanction. J'ai pris le cas de Joan Bonda. Les gens qui ont fait à Joan Bonda, ceux qui ont fait à Joan Bonda, ils sont libres, ils sont tranquilles. Ils ont même été promus. Oui. Il y a zéro sanction. C'est dire à quel point, je pense que pas si c'était Love Canot qui le disait, qu'au Gabon, il y a des officiers de police judiciaire, il y a des gendarmes, des agents spéciaux et autres qui sont plus forts que tous les magistrats pour qu'ils sont plus forts. Personne ne peut rien contre eux. Donc, il peut prendre la vie des gens comme ça là et il ne va rien se passer. Et récemment, j'ai encore vu je crois, un des oncles de Kastesi Akwe, le jeune homme qui avait été passé à tabac jusqu'à perdre la vie devant ses frères et sœurs sur le coup-feu là, pendant la transition. Où l'oncle disait qu'ils ne font qu'étonner entre le tribunal et le B2, mais il n'y a rien, on ne leur dit rien. Il n'y a même pas d'affaire, même pas un petit début de dos. Il n'y a rien. Alors que la famille avait fait une vidéo pour dire qu'ils connaissent les visages des militaires qui ont pris la vie de leurs frères. Ils sont capables, si on a mis tout un contingent là, de citer qui était là, et qui a fait quoi, qui a pris la vie de leurs frères. Mais comment ils ont réagi en disant d'abord que l'affaire, d'abord c'était un voyou, première version, un voyou, il a des bagarres et tout, les militaires sont tous déposés à l'hôpital.
Ensuite, ils ont changé la version. Deuxième version, c'était des usurpateurs encagoulés qui sont passés pour des militaires. Mais c'est dire à quel point au Gabon, il y a une hiérarchie des individus. C'est-à-dire que lorsque tu appartiens à une certaine corporation, tout est permis. Parce que là, car c'était ça, qu'il y a eu le cas Lionel Roquewa, même chose. Lui là même, c'est même un frère à une amie. Jusqu'à présent, rien. Et pourtant, là encore, il y a des témoins qui ont vu. On sait où il a été passé à tabac. Son sang était encore même sur les lampadaires où il était vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais son sang était encore sur les lampadaires. Les gens ont vu comment les fameux militaires et gendarmes qui l'ont attrapé l'ont passé à tabac là. Sans compter la vidéo. Sans compter la vidéo où ce dernier, bien avant les événements tragiques, précise: si tu me touches, a dit oui. Mais à un moment donné, je me posais des questions. Est-ce qu'au Gabon même, nous sommes un état même où nous sommes en sécurité? En fait, ces gens-là nous sécurisent. Parce que moi, je ne me sens pas en sécurité en présence d'un gendarme, d'un policier. Je ne me sens pas en sécurité. À part si la personne a une connaissance. Mais si tu n'as pas de connaissances, comment se sentir en sécurité lorsque les voyous du quartier, ceux qui sont censés te protéger, sont encore plus dangereux même que les bangandeux du quartier? Et ça, c'est grave en fait. Et ça doit nous interpeller parce que tous ces cas-là, ce ne sont pas des anomalies. Malheureusement, ce ne sont pas des anomalies. Ce ne sont pas des cas particuliers. Parce que lorsqu'on dit tous les rapports, quand on s'intéresse un peu à la justice gabonaise, tu te rends compte que c'est systématique. Systématique. Et pour moi, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Non, je vais m'arrêter par là. Merci. Mettez déjà la vidéo, puis tapotez le live, non? Partagez-le, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Écrivez Good Live, vous le partagez massivement. On part maintenant à la dernière ligne droite. On met la partie du papa là. Vas-y, Peace, s'il te plaît. Ok. La surpopulation carcérale et les conditions de détention sur l'article 11. Le comité a reçu des informations faisant état d'une surpopulation carcérale hors de proportion. Selon les informations qui nous sont parvenues, le taux de surpopulation de la prison centrale de Libreville se situerait entre 400 et 700%. Selon les propos du chef de la délégation d'ISPT, qui s'est rendu dans le pays il y a 2 ans, en mars 2024, ouvre guillemets, le Gabon doit s'attaquer de toute urgence à la surpopulation et aux horribles conditions dans les prisons et les lieux de garde à vue, afin de mettre fin aux traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux personnes en détention. Ferme guillemets. Où en est la création de la juridiction chargée des libertés et de la détention? Quelles autres mesures concrètes l'État a-t-il prises pour faire face à cette crise? Quelles mesures envisage-t-il de prendre? En février 2026, comme on s'est dit de la déclaration liminaire, le ministre de la Justice a mis en place une commission d'enquête administrative chargée d'examiner les situations des détentions irrégulières, avec pour objectif de libérer dans les plus brefs délais toute personne dont le maintien en détention ne repose plus sur un fondement légal. Comme indiqué dans l'allocution d'ouverture, le comité prend note des progrès réalisés par cette commission qui a conduit à la mise en liberté de 234 détenus préventifs sur 513 dossiers examinés à la prison centrale de Libreville. J'ai une question que
Que veut dire le ministre lorsqu'il affirme que certaines personnes sont détenues sans fondement juridique, sans fondement légal? Combien de personnes se trouvent dans cette situation? Écoutez les questions. Voilà, c'est bon. Au fait, tu m'accordes une minute. Je vais télécharger pour que la pub ne passe pas à chaque fois, sinon ça va nous fatiguer. Parce que ça fait quand même 33 minutes. OK? Si l'on peut prendre la parole ou Keniwa, Juste une minute, hein, le temps que je... J'avais une question justement pour Love Kaniwa. Parce que j'avais lu dans le code de procédure pénale que la question de la grâce ne concernait que les délits et des gens qui avaient déjà été condamnés. Maintenant, je suis la déclaration du ministre de la Justice quand il a fait son tour là dans la prison. Et il a fait une déclaration assez surprenante. Sur les 3500 détenus de la prison centrale de Libreville, il n'y a que 600 condamnés. Et nous avons tous écouté dans la fameuse vidéo que plus de 680 détenus de la prison centrale de Libreville ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Donc, à peine 600, c'est parce que c'est la déclaration du ministre, hein, à peine 600 détenus sont condamnés, mais on donne la grâce prudentielle à 680 personnes. Je ne comprends pas. Ça, à partir de là, je n'ai pas compris. On peut gracier, il y a des alinéas particuliers qui font en sorte qu'on peut gracier des gens qui ont commis des crimes ou bien des gens qui n'ont pas été condamnés. C'est parce que les deux déclarations-là m'ont quand même assez choqué. C'est bon, on y va. C'est bon, on y va, j'ai trouvé, hein. Attends, réponds d'abord à la question. Vas-y, Kaniwa. Je télécharge. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment la réponse à la question parce que je n'ai pas pris le temps de regarder cette partie-là du code de procédure pénale. Ce que je voulais juste appuyer, il faudrait que je regarde pour savoir effectivement si la grâce présidentielle ne devrait s'appliquer qu'en matière de délit. Ce que je peux juste préciser, et là j'appuie le propos de ma sœur Love, c'est que il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Si, parce que la justice dysfonctionne de manière grave au Gabon, on décide enfin de faire sortir des gens qui ont commis des délits et qui sont relaxés parce que simplement il n'y a rien dans le dossier, enfin qui font l'objet d'une relaxe, je préfère dire ça comme ça parce que il y a une petite confusion un peu là, enfin qui font l'objet d'une relaxe, voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. En matière de délit, on fait l'objet d'une relaxe, en matière de crimes, on fait l'objet d'acquittement. Bon, si donc il y a des gens qui font l'objet d'une relaxe ou d'un acquittement, relaxe en matière de délit, acquittement en matière de crime, parce que leurs dossiers sont vides et que la justice pénale est basée sur la preuve, on peut pas emprisonner des gens alors qu'il n'y a aucune preuve, simplement parce qu'on n'aime pas leur tête, non, c'est pas possible. Et que, par la même occasion, on fait une opération de communication à la télévision en disant c'est le résultat de la grâce présidentielle, alors il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que on fait une confusion dans l'esprit des gens en faisant, j'espère vraiment que c'est pas le cas. J'espère vraiment. Parce que j'avoue que je n'ai pas été vigilant sur ce point, donc je regarde pas forcément tout ce qui se passe non plus au Gabon parce que ça va en devenir dingue. Donc, je n'ai pas été très vigilant. Esther dira, enfin, Love dira si c'est précisément ça qu'elle a entendu et qu'elle a voulu dire. Et voilà, si c'est précisément ça qui a été fait, c'est grave parce que quand quelqu'un fait l'objet d'une relaxe, c'est que c'est une décision de l'administration de la justice, l'autorité judiciaire, qui est une autorité indépendante. Quand quelqu'un fait l'objet d'une grâce présidentielle, c'est une décision de l'exécutif qui a rien à voir avec la justice. La grâce présidentielle, c'est au bon vouloir du responsable de l'exécutif, alors que la relaxe ou l'acquittement, c'est pas au bon vouloir du juge qui prononce la relaxe. C'est pas au bon vouloir du juge qui prononce l'acquittement. Non.
c'est parce que la procédure pénale est allée jusqu'au bout et on s'est rendu compte au bout du bout qu'il n'y a effectivement rien dans le dossier et donc on rend une décision qui est encadrée par les textes. La relaxe, c'est prévu par le code de procédure pénale. L'acquittement, pareil. Donc, c'est grave en fait. Si c'est véritablement ça, c'est extrêmement grave. Maintenant, je prendrai le temps de vérifier ce que la loi gabonaise dit, si effectivement la grâce présidentielle c'est uniquement pour les délits. Ça, je ne peux pas le confirmer, mais je regarderai et je vous dirai si je retrouve des éléments par rapport à ça. Merci. Ils ont gracié. Ils ont gracié, oh, mon frère. Ils ont gracié. C'est la grâce là qu'ils sont partis parler là-bas. Comme si c'était en fait des affaires qui avaient été jugées devant la juridiction correctionnelle ou devant la cour d'assises ou encore qui avaient fait l'objet des non-lieux au niveau du procureur même de la République avant d'arriver devant les juridictions. C'est de la grâce là qu'ils sont en train de parler là-bas des 200 personnes. Et c'est ce que le reportage dit là. Gracier. Et si tu te rends compte. Et en matière de grâce, c'est l'article 58 du code pénal. Et la grâce n'opère pas seulement que pour les délits, parce que l'article 58 nous dit, la grâce est l'acte par lequel le président de la République dispense un condamné. Donc, il a déjà fait l'objet ici d'un jugement. Un condamné frappé d'une condamnation définitive et exécutoire. Il a été jugé, sa culpabilité a été reconnue devant une juridiction. De subir tout ou partie de sa peine. Elle peut être individuelle ou collective. Les conditions de son exercice et ses modalités. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est une grâce collective parce qu'il y a eu 200 personnes qui ont été graciées. Et c'est ce que mon frère Kaniwa dit ici et que je disais que ça n'a rien à voir avec le jugement qui se passe devant la juridiction. Ou quand tu es chez le procureur, avant d'arriver même devant la juridiction, quand la police judiciaire envoie ton dossier chez le procureur, et le procureur qui a compétence de décider de la suite du dossier ou pas. S'il constate que le dossier là est vide, il peut rendre ici un non-lieu. Et puis ça s'arrête là. Soit il envoie devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction te donne le mandat de dépôt. Il t'envoie en détention préventive si et seulement si les conditions qui sont définies par le code de procédure pénale pour la détention préventive sont remplies. Ensuite, tu arrives, si c'est un délit ou si c'est une contravention par exemple, si c'est un délit, tu arrives devant la juridiction correctionnelle. Maintenant, il juge que le dossier est autre et insuffisant ou que l'infraction ici que le juge d'instruction a caractérisé, parce que le juge d'instruction lui caractérise l'infraction, la première caractérisation de l'infraction c'est fait au niveau du procureur par son réquisitoire. Et le réquisitoire est envoyé ensuite au juge d'instruction. Le juge d'instruction caractérise sur la base du réquisitoire fait. Donc, quand les gens disent que non, mais la personne allait porter plainte pour escroquerie, est-ce que c'est la faute du juge d'instruction? L'autre, il allait porter plainte. Non, c'est toute une procédure qui suit son cours. C'est-à-dire que quand moi, je m'en vais porter plainte, je ne pars pas porter plainte, je ne donne pas une infraction, j'explique les faits. Et dans la plainte, là, ce sont les faits qui sont expliqués. Maintenant, la police judiciaire, les officiers de la police judiciaire ou encore les agents, et il y a encore d'autres qui rentrent, Kaniwa va me corriger si je me trompe, il y a encore d'autres qui rentrent, qui ont également le titre comment on appelle, de police judiciaire par des dispositions spéciales. Ceux-là... Les douaniers, par exemple. Voilà, les douaniers, par exemple. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent maintenant les preuves. C'est ça leur rôle. Et les preuves qu'ils vont rassembler, là, ça va aller constituer maintenant le dossier. C'est le dossier-là qu'ils vont envoyer au procureur. Sur la base du dossier, c'est-à-dire de la plainte qui relate les faits. Là, l'infraction n'est pas encore, on n'a pas encore déterminé quelle est l'infraction. Il y a des faits dans une plainte. Le procureur va faire un réquisitoire. Le réquisitoire, là, ce sera une première, ici, caractérisation de l'infraction. Le dossier en question du réquisitoire va être envoyé au juge d'instruction. Le juge d'instruction, sur la base du réquisitoire du procureur, va qualifier ou du moins requalifier les faits. Il n'est pas obligé de suivre la qualification du réquisitoire du procureur. Il peut également rendre une ordonnance
contraire, c'est-à-dire réqualifier, donner une autre qualification différente du réquisitoire du procureur, quitte au procureur ou à la victime ou encore au présumé coupable ici de faire appel par rapport à l'ordonnance Love, c'est pas pour t'interrompre, mais dis bien aux gens, que requalifier, ça veut dire quoi? Alors, réqualifier ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez par exemple des faits. Quelqu'un est venu raconter, on va prendre le cas de Billy Billy, puisque c'est ce qu'il y a à la page. Quelqu'un est venu raconter ici là que, oh voilà, tel m'a pris de l'argent, du moins j'ai donné de l'argent, on a tous cotisé, on a fait des cotisations, et puis moi j'attendais que on me rende mon argent, et puis on m'a pas rendu mon argent, donc moi je pense que il a voulu m'escroquer et consort et tout. La plainte sera donc rédigée sur la base de ces faits-là. Les faits-là vont aller chez le procureur. Le procureur va faire le réquisitoire sur la base des articles du code pénal. Plus seulement sur la base des faits. Maintenant, les faits-là, il va faire le réquisitoire en les qualifiant. Ces faits-là correspondent à quelle infraction, à quel mécanisme qui est décrit ici par le code pénal. Il va donc faire le réquisitoire. Tel fait correspond à tel article, voilà, parce qu'il y a ça, il y a l'élément matériel, il y a l'élément légal, voilà, il y a la volonté de faire ceci, de faire cela. Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est une escroquerie? Est-ce que c'est enfin voilà, en gros c'est ça. Qualifier les faits, c'est dire que, excuse-moi je rajoute ça, mais vraiment pour faire au plus simple, parce que le mot qualifier là, je crois que voilà, qualifier les faits, c'est simplement dire que ce dont tu te plains là, ça signifie quoi en droit? Ça signifie quoi dans le code pénal, en fait? Est-ce que c'est un vol? Parce que le vol est défini par le code pénal. L'escroquerie, c'est défini, etc., etc. C'est ça, en fait, qualifier. Donc, quand on qualifie, alors je me permets juste de faire cette petite parenthèse, alors tu vas poursuivre. Quand on qualifie, donc quand on dit que ce qui t'est arrivé, ce dont tu te plains, ça correspond au vol, par exemple, dans le code pénal, ou à l'escroquerie, ça a une importance, une très grande importance. Pourquoi? Parce que en fonction de si c'est un vol ou si c'est une escroquerie, ou bien si c'est par exemple, on va prendre l'exemple du détournement de deniers publics. Eh bien, le juge qui va juger l'affaire là ne sera pas le même. Parce que ça va changer. Est-ce que ça va, enfin, le vol, par exemple, c'est un délit. Après, ça dépend. Il y a des vols qui peuvent être qualifiés il y a des types de vols qui sont des crimes aussi. Donc, vous voyez que là, on va pas être devant le même type de juge. Parce que le juge qui juge des délits, c'est pas le juge qui juge des crimes. Et les sanctions qu'il y a pour les délits, c'est pas les mêmes sanctions qu'il y a pour les crimes. Pour les crimes, c'est plus grave. Pour les délits, c'est moyennement grave. Pour les contraventions, c'est encore moins grave. Donc, vous voyez qu'en fonction de ça aussi, c'est pour ça que la qualification et la requalification, c'est important. Parce que, quand le procureur qualifie, il dit que bon, ça, c'est un vol, ça veut dire qu'on va aller devant le juge qui juge des délits, donc la peine ne va pas être trop grave. Eh bien, si le procureur, le juge d'instruction dit qu'il requalifie, qui dit que le vol là, c'est un vol qualifié, du coup, un crime, eh bien, ça veut dire qu'on va aller devant un juge qui juge des crimes et donc avoir une sanction plus grave. Donc, vous voyez, c'est ça l'importance de qualifier, requalifier dont Love parle. Juste ça. Vas-y, continue, Frangine, pardon. Merci, papa. Et donc, du coup, quand ça va aller devant le juge d'instruction, si le juge d'instruction retient que la qualification dont expliquait Kaniwa, il est rentré vraiment dans les détails, n'est pas appropriée par rapport aux faits qui sont dans le dossier, il peut requalifier. C'est-à-dire dire que non, ce n'est pas un vol, c'est une escroquerie, ou ce n'est pas, je ne sais pas moi, un détournement de fonds publics, c'est X choses. Toujours sur la base du code pénal. Il va donc rendre une ordonnance ici. Si le procureur n'est pas d'accord avec cette requalification, ou la victime, ou même le présumé ici, il peut faire appel. Ça, c'est un. J'ai une autre question qui va suivre après. Puisque tu es en train de partir sur cette partie, est-ce qu'on a le droit de requalifier une situation pendant un procès? On va requalifier ça pendant le procès comment? Oh, mais c'est ce que dit Mina a fait, non? C'est que c'est passé au procès. C'est passé au procès de Sylvia. Tu n'as pas dit. Attends, pardon. On a requalifié les faits pendant le procès? J'en arrive. Alors, il y a un fait qui est très important au niveau du juge d'instruction. Le fait, c'est lequel? Je crois que c'est l'article 98 du Code de procédure pénale, je crois, si je ne me trompe pas, qui dit ça. Qui dit que quand tu arrives devant le juge d'instruction là-bas, comme on a écouté durant le procès de la Young Team, vous avez écouté qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fait les non-non. Ou du moins, ils ont raconté qu'on m'a cassé le doigt ou j'ai dormi par terre là-bas chez le juge d'instruction, non.
Quand tu arrives devant le juge d'instruction et que tu relates des faits qui ne sont pas insérés dans le dossier, qu'est-ce que le juge d'instruction fait? Je parle vraiment terre à terre. Le juge d'instruction signale ça au procureur de la République. Est-ce que vous comprenez? Et le procureur de la République ici, là, peut ouvrir maintenant un dossier par rapport aux faits qui ont été signalés, une enquête par rapport aux faits qui ont été signalés. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les gens arrivent devant des juridictions dans notre pays. Ils disent qu'au niveau de du juge d'instruction, ils ont cité des noms de X ou de Z qui peuvent être des complices, des commanditaires ou des instigateurs. Et on se rend compte que mais aucun dossier n'a été ouvert d'enquête par rapport aux faits qui ont été énoncés chez le juge d'instruction. Ça, c'est deux. Ensuite, ce dont parlait le frère Kaniwa là, quand on vous disait que ça n'a rien à voir avec la grâce présidentielle. C'est-à-dire que quand le juge d'instruction décide que bon, ton dossier là quand même, ça suit son cours. Et puis, tu as commis un délit. Il te donne par exemple le mandat de dépôt, détention préventive. Tu vas en détention préventive, on fixe le jour de ton jugement. Tu arrives devant la juridiction, par exemple correctionnelle, tu arrives, ou bien je sais pas moi le crime, la cour d'assises, tu arrives. Et devant la juridiction correctionnelle, finalement, au regard des preuves, au regard également du plaidoyer de ton avocat et des différents avocats et des témoins, on établit ici là que la culpabilité qu'on te reprochait ici n'a pas lieu d'être parce que les preuves ici sont peut-être, comment on appelle ça, innocentes. On te relaxe. Ça, c'est pour les délits. Si c'est le crime, tu arrives devant la cour d'assises là-bas, on te juge. Et puis, on se rend compte que le crime qu'on te reproche là, les preuves sont insuffisantes et que la culpabilité, ou du moins l'infraction n'est pas caractérisée ici, ou la culpabilité ici ne peut pas s'asseoir sur les preuves qui sont fournies au dossier, voilà la cour criminelle, qui sont fournies au dossier, on t'acquitte. C'est de ça que l'ONU est en train de parler. L'ONU n'est pas en train de parler ici de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est un mécanisme qui opère pour des personnes qui ont déjà été jugées, dont la culpabilité a été établie, qui ont été condamnées par une juridiction, qui sont en train de purger leur peine. Maintenant, dans leur manière de purger la peine, s'ils respectent les mécanismes selon lesquels c'est un détenu, je sais pas moi, qui balaie la cour, qui respecte, dont le comportement, il se démontre en fait que voilà, son comportement s'améliore par rapport à l'infraction qu'il a commis, il est plus, je sais pas moi, le président ici, à son bon vouloir, comme disait Kaniwa ici, décide de vous gracier. Et ici, c'est sous proposition du ministère de la Justice. Il prend le décret, on vient vous gracier. Mais ça n'a rien à voir avec les mesures et les mécanismes dont l'ONU est en train de parler. L'ONU ne parle pas ici de la grâce. L'ONU parle des personnes qui n'ont pas encore été jugées, des personnes dont la culpabilité n'a pas encore été établie, des personnes qui sont en détention préventive. Et les gens qui sont en détention préventive, ce sont des personnes qui n'ont pas encore été jugées, des personnes qui sont présumées innocentes, des personnes ici dont la culpabilité n'a pas encore été établie. C'est ces personnes-là que l'ONU, du moins la commission, demande combien sont ces affaires-là qui ont été jugées, dont les dossiers, par exemple, où les personnes ont été relaxées, les personnes ont été acquittées, ou sans même arriver, ou du moins avant d'arriver à la juridiction, combien sont ces personnes-là dont, pardon, j'ai le nez bouché, l'allergie, combien sont ces personnes dont le procureur a rendu ici le non-lieu? C'est la question là qu'il pose à notre État. Il y en a combien? Il ne leur parle pas de 200 personnes condamnées qui ont été graciées. Et encore même là, on fait sortir des personnes qui ont été, bon, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on fait sortir des personnes
qui ont été condamnées, c'est-à-dire dont la culpabilité a été reconnue. Mais les personnes qui sont en détention préventive depuis plus de 10 ans, depuis plus de 5 ans, depuis plus de 8 ans, dont parlait mon frère Kaniwa, il a donné un exemple. Ces personnes-là, à quel niveau de leur jugement? Alors même que le code de procédure Kaniwa va me corriger si je me trompe, pénal nous dit que en matière de délit, je crois c'est 6 mois, qui je crois peut être renouvelable, je crois une fois. En matière de crime, c'est 1 an, la détention préventive. Mais on est que si la détention préventive n'est plus justifiée et autres, pour les délits, eh bien, on relaxe la personne. Maintenant, les personnes qui sont là-bas depuis 5 ans, depuis 10 ans, en détention préventive avec des dossiers vides, c'est ça là que le papa l'a dit qu'ils sont en prison sans fondement juridique. Parce que le code de procédure pénale dispose une chose et puis nous, notre justice applique une autre chose. Ça n'a rien à voir, je tiens vraiment à apporter la lumière, ça n'a rien à voir avec la grâce présidentielle. Laissez la grâce présidentielle à part parce que ça c'est un mécanisme de l'exécutif. Ici, eux, ils nous parlent du judiciaire, des mécanismes qui permettent de rendre la justice, de juger, d'établir s'il y a culpabilité ou pas. S'il n'y a pas culpabilité, relâcher la personne. S'il y a culpabilité ici, incarcérer la personne. Mais après un jugement, après un procès équitable où les droits de la défense sont garantis et en respectant également les délais. On est à quel niveau de ça? Pardon, je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Ok, donc c'était juste pour dire ça et que c'était 274 personnes, il n'y a pas de souci. On va quand même écouter ce qu'ils disent par rapport aux 274 personnes avant de retourner chez notre papy. L'honneur de la prison centrale de Libreville a été le théâtre ce lundi 16 mars 2026 d'une cérémonie solennelle de remise d'ordre de mise en liberté. Ce sont au total 274 détenus, dont 229 hommes et 8 femmes qui ont recouvré la liberté. Une initiative portée conjointement par l'administration carcérale et le garde des Sceaux qui a consisté à mettre fin à des situations de rétention jugées juridiquement irrégulières. L'inspecteur général des services judiciaires a rappelé avec fermeté les dispositions de l'article 7 de la nouvelle Constitution qui consacre l'exceptionnalité de la détention préventive. Il s'est avéré que 274 pensionnaires de la... Juste bref parenthèse, on a 2900 personnes en détention provisoire préventive au Gabon, hein, sur les 3500 là. C'est juste ça, une brève parenthèse à Libreville. Non, c'est à Libreville. Moi, j'ai une question. Au Gabon, actuellement, il y a 4800 et quelques détenus. J'ai une question. Après toutes les classes là, en fait. Oui. J'ai une question. Tu as fait passer un reportage là où on nous disait qu'ils ont été graciés. Maintenant, le directeur de la prison là nous parle de la détention préventive. Ils ont gracié les gens qui étaient en détention préventive. C'est les 274 personnes. C'est la question que je posais, en fait. Ceux-là qui ont été graciés. Il faut écouter aussi. On va dire que l'ordre a été donné. L'ordre a été donné par qui? Mais comment... Attends. Donc, les personnes qui sont en détention... C'est mars 2026, hein? Attends, parce que... Ils ont gracié, moi ma question, ils ont gracié les personnes qui sont en détention préventive. Regardez, Jérémy, on va écouter. Jérémy, La cour d'honneur de la prison centrale de Libreville a été le théâtre ce lundi 16 mars 2026 d'une cérémonie solennelle de remise d'ordre de mise en liberté. Ce sont au total 274 détenus, dont 229 hommes et 8 femmes qui ont recouvré la liberté. Une initiative portée conjointement par l'administration carcérale et le garde des Sceaux qui a consisté à mettre fin à des situations de rétention jugées juridiquement irrégulières. L'inspecteur général des services judiciaires a rappelé avec fermeté les dispositions de l'article 7 de la nouvelle Constitution qui consacre l'exceptionnalité de la détention préventive. Il s'est avéré que 274 pensionnaires de la prison centrale de Libreville se trouvaient dans une situation irrégulière. Irrégulière parce que soit ils avaient déjà été condamnés et la durée de leur peine est largement dépassée, soit ils ont
été placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure de flagrance, mais n'ont pas été jugés dans le délai imparti par la loi. Dans la même veine, le ministre de la Justice a tenu à préciser que cette opération ne relève pas d'une grâce discrétionnaire, mais d'une stricte application de la loi, laquelle répond à la feuille de route du chef de l'État fixée après sa nomination. La feuille de route qui m'a été remise par le chef d'État, dans cette feuille de route, il y avait... Ce n'est pas une grâce présidentielle, mais on respecte la feuille de route du chef de l'État, aucun n'y va. Alors, évidemment, la réforme de la justice, mais il y avait également le respect des droits humains. Parce qu'un État de droit, c'est le respect des règles de droit. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'illustration de ce respect des règles de droit. Parce que le droit, ce n'est pas que le fond, ce sont aussi toutes les règles de procédure. Et lorsque ces règles de procédure sont violées, il n'y a plus d'état de droit. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de reconnaître que parfois, ces règles de procédure sont violées par nous-mêmes. Et lorsqu'elles sont violées par nous-mêmes, nous n'avons d'autre solution que d'appliquer la loi. Et la loi, dans ce cas, dit qu'il faut remettre les personnes en liberté. Et le message que je vais adresser aussi, parce que nous sommes ici au cœur de la prison de Libreville, que ce n'est pas la prison qui maintient impunément les gens en prison. Au terme de la cérémonie, un bénéficiaire a livré un témoignage poignant. Mais qui maintient donc les gens en prison, puisque ce n'est pas la prison qui maintient les gens impunément en prison? Il faut nous dire. Nous remercions beaucoup parce que nous pensons que nous étions oubliés. Nous pensions que nous étions vraiment oubliés parce que depuis Cassera, nous sommes vraiment sous-chargés. Et au nom de tous les co-détenus, nous ferons tout pour ne plus revenir dans ce milieu parce que c'est pas la joie, c'est pas facile ici. Il est judicieux de préciser que cette opération de régularisation qui débute à Libreville a vocation à s'étendre à l'ensemble des maisons d'arrêt du territoire national. Le but étant de désengorger les structures pénitentiaires et davantage humaniser la chaîne pénale gabonaise. À bon retour à la liberté. Mythomane. C'est bon, ces gens-là, quand tu as entendu, non? Bon, allez, je passe à l'autre. Bref, on va passer à l'autre. C'était celui sur la prison de Libreville. La prison centrale de Libreville croule sous le poids d'une surpopulation carcérale endémique. Excuse-moi, Love, tu disais? Donne la parole, peut-être que Kaniwa ou Kevin veulent intervenir sur ça, sur ce... Je vais quand même mettre ça et je vais mettre l'autre article sur l'effectif de la prison centrale de Libreville avec les informations sur la prison de Libreville. Donne d'abord la parole, ça c'est à commenter. Donne la parole. Ok, vas-y. Fais-toi plaisir. Lâche-toi. Qui, moi? Oui, fais-toi plaisir. Non, mais c'est même pas une question de se faire plaisir, c'est un problème extrêmement grave. Et je trouve même que ça aurait été intéressant qu'une prochaine fois, on puisse éventuellement passer la parole aux personnes qui vivent. Parce que vous savez, il y a des gens qui le vivent dans leur chair. Les chiffres dont nous sommes en train de parler là, c'est des gens. Il y a des familles, il y a des histoires, il y a des parcours de vie derrière ça. Et ce serait intéressant, pourquoi pas, de donner la parole à ces personnes un jour pour qu'elles viennent expliquer ce que ça fait dans l'esprit, dans l'âme et dans la chair que de subir précisément ces façons de faire. Moi, je trouve que le propos, alors je ne sais pas si c'était le président de la prison, excusez-moi, j'ai monté les... C'était le ministre. Très bien. Donc, moi, je trouve que c'est un propos qui est choquant de dire quand parfois nous ne respectons pas les règles. Parce que c'est factuellement faux. Le mot parfois, le mot parfois, ça vient atténuer une gravité crue, laide et hideuse de l'administration de la justice, entre guillemets, parce que effectivement ça, c'est pas de la justice, au Gabon. Les rapports sont là. Heureusement qu'il y a ces rapports de l'ONU là. Au-delà des rapports, je vous ai lu une partie de mon article où je source. Il y a des travaux qui ont été faits, je pense notamment, je veux pas citer son nom parce que voilà, mais l'ancien doyen de la faculté de droit de l'UOB, que beaucoup connaissent, que je cite dans mon article, qui a fait un travail. Son article, c'est 30 pages. Il a pris le temps d'aller regarder des statistiques à la prison centrale de Libreville.
il a fait cet article de 30 pages là. Vous avez plein d'articles, de rapports, même d'articles de presse, hein, etc., qui ont été faits sur ce sujet. Donc, quand on vient dire parfois, c'est comme si c'était quelque chose d'anecdotique. C'était comme si c'était quelque chose de banal ou quelque chose qui n'arrivait que de manière exceptionnelle. C'est factuellement faux parce qu'on a tous les éléments pour mettre en avant l'idée que c'est structurel, c'est systémique, voire systématique. Quand on dit que quelque chose est structurel, ça veut dire que c'est la colonne vertébrale même du fonctionnement d'une administration. C'est-à-dire que c'est automatique, c'est-à-dire que l'administration en question fonctionne comme ça, en dehors de tout cadre légal. C'est ça l'administration de la justice, entre gros guillemets au Gabon. Donc quand on vient dire parfois, je trouve que c'est grave. Parce que quand on vient dire parfois, non seulement on nie les travaux scientifiques sur le sujet, et en plus de cela, on vient minimiser la souffrance réelle de milliers de familles, parce que ce sont des milliers de familles gabonaises qui sont derrière ces milliers d'individus-là. Et Dieu seul sait combien de fois chez nous, la famille, c'est à la fois le côté paternel et le côté maternel. Vous allez aller demander à Libreville, là, partout dans les provinces au Gabon, vous allez retrouver ces familles-là, les familles de ces enfants-là, qui subissent des détentions préventives pendant X temps, et puis après ils sont relaxés, ils font l'objet de relax, pardon, sans le moindre dédommagement, sans la moindre excuse, sans rien du tout. Tout à l'heure, vous parliez de... Est-ce que quand ils sortent comme ça, on les dédommage? Il y a un mécanisme qui est prévu, je crois que c'est les articles entre 140 et 150. 140, 147 par là, 146, 147. Là, si tu as le code de procédure pénale sous tes yeux, il y a un mécanisme qui est prévu par le... 146. Voilà, 146, effectivement, de mémoire. Il y a un mécanisme qui est prévu à l'article 146. Mais ce mécanisme-là, c'est même en pratique quasiment impossible de le mettre en œuvre. De mémoire, il faut qu'il y ait, c'est la Cour de cassation qui est réunie avec je sais pas qui, machin. C'est quasiment impossible de le mettre en œuvre. Je n'ai pas encore pu trouver des éléments pour savoir si ça a déjà été mis en œuvre un jour. Mais je pense que c'est même pas, ça n'a même jamais été mis en œuvre. Quand tu regardes les critères qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme-là pour que quelqu'un soit dédommagé après avoir passé 10 ans de détention préventive. Et je mets au défi quiconque d'aller me retrouver un Gabonais. Je pense notamment au Gabonais parce que le jeune Gabonais qui est sorti en mai 2025, qui a passé 10 ans. Son nom, vous le retrouvez, il y a un article de GMT, Gabon Media Time, sur Internet. Il y a son nom à l'intérieur. Oui, on va pas citer son nom, mais je veux juste dire pour les gens qui veulent éventuellement, vous pouvez retrouver ce jeune compatriote parce qu'il y a son nom dans l'article. Si vous retrouvez ce jeune compatriote, demandez à ce jeune compatriote qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, qu'est-ce que il a bénéficié de ce mécanisme-là de réparation. Est-ce qu'il a même pu, et je crois que c'est un délai de 6 mois, bref, le délai est même court. Love est là, elle peut nous lire l'article juste après. Donc, moi, c'est juste ça, ce commentaire que je voulais faire. Je dis que je voulais faire le commentaire selon lequel, c'est comme quand on parle des VSS. Je ne veux pas dire la définition puisqu'on est sur TikTok. Mais les gens qui sont là, j'espère que vous comprenez ce que c'est que les VSS. Violence basée sur le genre, etc. Mais enfin, VSS, ça a une signification spécifique. Bon. C'est comme si on parlait des VSS, qui sont aussi un problème structurel au Gabon. Hein. Ça c'est encore un autre sujet. Et puis, les hommes venaient, ils commençaient à faire un live, ils disaient, oui, mais enfin, les femmes, vous vous plaignez un peu trop, voilà, tu l'as bien cherché, tu t'es habillé comment ce jour-là, nanani, nanana. C'est exactement la même manière de réfléchir. Là, on a un ministre et le pire, c'est qu'on a un responsable. Excusez-moi, donc vous avez déjà mis le monsieur Leblanc là? On l'a mis, après j'ai fait passer un truc comme Love expliquait quelque chose. On va bientôt couper le live. Hein. Vas-y, finissez, faites le truc. Non, mais c'est bon, j'ai terminé. On va partir là, on va frustrer. Mais le truc, la piste, on va bientôt couper le live. Permettez-moi de commencer par ce qui nous semble être la justice, là, une commission. Donc, j'ai une question. Que veut dire le ministre lorsqu'il affirme que certaines personnes sont détenues sans fondement juridique, sans fondement légal? Combien de personnes se trouvent dans cette situation? Compte tenu de la gravité de la surpopulation carcérale et des conditions de détention, il est essentiel que le comité puisse saisir les problèmes de politique pénale susceptibles d'influencer
la situation pénitentiaire. Comme on le sait, l'une des principales causes de cette situation critique est le recours systématique et abusif à la détention provisoire. En mars 2025, la visite des magistrats à la prison centrale de Libreville a révélé que sur un total de 3566 détenus, 2759 étaient en attente de jugement, soit plus de 77% de la population carcérale de cet établissement. Cette situation est exacerbée. Mais 2700 alors que dans le truc ils ont dit 2900. En attente de jugement. Ok. Par des délais de détention provisoire extrêmement longs, certains détenus attendant leur procès depuis 10 à 12 ans. Le comité est profondément préoccupé par le manque d'application des peines alternatives prévues par la loi, l'article 23 du Code pénal. La délégation pourrait-elle fournir des précisions sur le régime des peines alternatives? Comment y a-t-on accès? Qui en décide? Combien de personnes en bénéficient? Le Code pénal gabonais prévoit expressément le travail d'intérêt général comme peine alternative dans ses articles 16, 23 et 23-1. Le rapport de l'État partie indique sur le paragraphe 166, afin de renforcer le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le gouvernement a repensé sa politique pénale en prenant les mesures sur le plan législatif et réglementaire. 2 modifications du Code pénal ont vu l'introduction des peines alternatives à l'emprisonnement, à savoir la sanction réparation, les peines privatives ou restrictives de certains droits et le travail d'intérêt général. Au paragraphe 167, le rapport de l'État partie indique que l'application du décret numéro 00236 du 15 septembre 2021, fixant les modalités d'exercice de travail d'intérêt général, permet aux juridictions de réduire progressivement la surpopulation carcérale. Les questions du comité sont les suivantes. Sur l'ensemble de la population carcérale, combien de personnes ont bénéficié de ces mesures? Quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ces mesures? Quelles autres mesures l'État partie a-t-il adoptées ou envisage-t-il d'adopter pour réduire la surpopulation carcérale? Comment s'assure-t-on que les Please, juges il faut pas mettre toute la vidéo, hein. alternatives La vidéo Please. fait 33 minutes. Hein. Hein? La vidéo fait 33 minutes. Non, non, c'est bon. On a déjà expliqué l'essentiel. Et Love avait déjà... Hein, Love, qu'est-ce que tu en penses? Love? On a tout dit, hein. On a tout dit. On a tout dit. Donc, on va faire le tour du panel. On a tout dit. Parce que là, Moi, je il y a te 3 heures de temps qu'on est là. Effectivement, moi je te Trop long, remercie. les longs trucs là, moi je n'aime pas. Moi je te remercie pour la parole. Non, on a tout dit. Ouais. On a tout dit. Je te Donc, remercie. dans le mot de fin, Love. Après, Mais Kevin. le mot de fin, c'est quoi? C'est encore appeler nos autorités à respecter la loi et les procédures. Sinon, dans Ouais. 10 ans, dans 20 ans, on est toujours dans les mêmes choses, on sera toujours dans les mêmes choses. Mhm. Vas-y, Kevin, merci. Comme mot de la fin, j'aimerais quand même lire ce que Kanoua voulait que Love lit sur les fameuses, ça s'appelle comment? Indemnisation ou réparation après les détentions abusives. Effectivement, le délai est de... Je vais Phoenix, juste fais-moi lire descendre, le passage là. pardon. Ok. Je suis avec mon Le- deuxième téléphone. Ok. Une fois que ta détention a été est considérée comme étant abusif, la requête doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la date de décision du non-lieu, de relax ou d'acquittement ayant acquis autorité de la chose jugée ou à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance. Mais sauf que même là, c'est un piège en fait. Ça veut dire que au Gabon, même si on t'acquitte, même si... parce que pour avoir pour être indemnisé, il faut que tu aies déjà une décision de justice. Il faut que tu aies connaissance de cette décision de justice. Mais le pire, c'est que au Gabon, même lorsque on est acquitté, relaxé, ou bien il y a un non-lieu,
Mais on est toujours gardé en détention préventive. On est toujours gardé en même pas préventive, on est toujours gardé en détention. Et le jeune Anderson de l'affaire Sadou, qui a été acquitté en janvier 2025, mais il est toujours en prison. Donc, s'il faut suivre à la lettre ce qui est écrit sur le papier, il a eu la connaissance de son acquittement, mais il avait un délai de 6 mois pour réclamer réparation parce que lui aussi, il a été en détention de manière abusive. Mais finalement, à quel moment... non, je peux m'arrêter par là parce que à un moment donné, au Gabon, c'est compliqué. Là, c'est bon, hein, vraiment bonne soirée. Mais c'est un sujet qu'il faut que on remette sur la table. Et même aussi, PIS, il faut nous retrouver les audios du procureur au procès là. Parce que sur l'affaire, par exemple, sur Yann Ngoulou, lorsqu'il dit qu'il a passé plus de 25 mois en détention préventive, qu'on l'a torturé, on l'a cassé avec le marteau, le procureur dit on n'est pas là pour ça et que il n'a passé que 25 mois, ce n'est pas grave. Il y en a qui font 4 ans. Un procureur qui justifie un abus par un abus encore plus grave. Donc, si tu peux nous chercher toutes les masterclass de ceux qui sont censés incarner la justice au Gabon, pour que les Gabonais un peu écoutent et sachent ce qui se passe déjà dans le système, même au tribunal, où on peut justifier des horreurs par des horreurs. Ok. Donc, pour moi, mon mot de fin, ce sera le suivant. Vas-y. Par rapport aux droits de l'homme et autres, ça ne sert à dire au Gabon que le Gabon, ça sert à dire à l'ONU que le Gabon est un pays qui respecte les droits de l'homme. Le Gabon n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme. La preuve en est que même au niveau des contrats les plus simples, c'est-à-dire l'engagement décennal qu'on fait signer aux enfants, ils n'ont pas respecté. Les enfants se retrouvent aujourd'hui dans des situations terribles à l'étranger parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Mais par contre, pour eux, ils arrivent à s'en foutre plein les poches. On a augmenté le budget de l'État. Les situations des Gabonais n'ont pas changé. Au niveau des arrestations, comme on disait, quel est le problème aujourd'hui? On a pratiquement à la prison de Libreville plus de 2900 personnes en détention préventive sur des 3500 personnes. Donc ça veut dire qu'on a jugé que 600 personnes. Donc 2900 personnes en détention préventive de vous à moi, est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? C'est-à-dire qu'on prend des gens, on les fout plein les prisons et tout, sans pour autant tenir compte de la situation. La preuve en est qu'ils ne respectent pas les procédures. C'est pourquoi Eddie Mina a fait semblant de faire des formations des OPJ, mais ils savent très bien qu'ils ne respectent pas les procédures. Et aujourd'hui, la preuve en est qu'il y a un rapport qui est sorti pour dénoncer ce comportement. Les Gabonais ont un code pénal, un code de procédure qui n'est pas respecté. On a une constitution qui n'est pas respectée. Aujourd'hui, tu es syndicaliste, tu vas manifester tes droits, on te soulève et on te met en détention préventive. C'est le cas de Marcel Libama et Ondoezo, qu'on n'a pas cité. Sylvia Bongo et Noureddine. Tant soit c'est eux qu'on veut rendre les diables du Gabon, alors qu'il y a beaucoup de voleurs au Gabon. Mais c'est eux qui sont responsables de tout ce qu'Ali a fait comme gestion. Entre parenthèses, bon, mais entre guillemets, Ali n'a pas été mis en prison, lui n'est accusé de rien. Bon, vous comprenez où on va. C'est-à-dire qu'on crée la détestation de certains et d'autres sont cachés. Mais ces personnes ont relaté les mêmes faits. C'est-à-dire qu'on te prend en otage et on te torture. Et on te demande ton RIB. Bon, est-ce que ça, c'est des cas, c'est comme ça qu'on doit détenir une personne? On doit pas dire à une personne ses droits. Billy Binze a été kidnappé, enlevé devant chez lui aussi. Pareil, ou en allant quelque part. C'est le même procédé. Aucune lecture de ses droits. La procédure n'est pas résultée parce qu'une personne est partie se plaindre. Le procureur même est parti, juge est parti. Parce qu'il prend le parti de la dame et il fait des déclarations présentant la dame comme étant une personne qui est une prestatrice qui est venue vendre ses services. Entre-temps, la dame est dans le comité. Donc déjà, le procureur même est déjà disqualifié dès le départ. On a un problème de lecture de texte, mais un problème aussi de personnes qui ne veulent pas lire les textes de loi.
et qui sont des hors-la-loi. Et donc se pose le problème aujourd'hui de toute la justice, aujourd'hui des procédures de la justice au niveau du tribunal du Gabon, qui est gangrénée. Parce que on passe un coup de fil et bim, on met la personne en prison. Ou bien, tant soit un chef un commandant de police ou bien un commandant de brigade de je sais pas quoi qui est dans son commissariat qui fait la loi, ben il a une connaissance à gauche, à droite, ben il fait tout ce qu'il veut, il met une personne en prison comme ça, sans respecter les procédures. Et vraiment, c'est un problème qu'on doit combattre tous les jours et qu'on ne doit pas lâcher. Parce que si on lâche, ça veut dire que on va encore vivre plus d'injustice. Les gens vont rester en détention provisoire pendant des années et des années. Ça fait 10 ans qu'on a dit certains 10 ans, mais on va continuer sur cette lancée. Parce que rien n'a changé aujourd'hui. On met toujours les gens en détention préventive sous de faux prétextes ou des procédures qui ne sont pas des procédures. C'est pourquoi j'ai parlé du cas du dossier de la Young Team au tribunal. Un procureur qui vient changer les accusations en plein procès. Donc, pendant la procédure, il n'a pas vu que sa procédure était bancale. Donc, vous voyez qu'il y a un problème dans ce pays. On est là pour faire les ordres d'une personne. Et donc, nous ne sommes pas dans une 5e république. Et les Gabonais doivent arrêter de dire la 5e république parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Les pouvoirs sont aux mains d'une seule personne, qui est Oligui Nguema. C'est tout. Et donc, le Gabon est un pays hors la loi, c'est le Far West. Chacun règle ses comptes comme il veut. Tant soit que, bon, la personne ait ses pouvoirs, comme la Constitution apparemment le lui donne, puisqu'apparemment c'est lui le grand Anne José, Anne Moïse, il a le droit de tout sur les vies des gens, ben il fait ce qu'il veut. Mais les Gabonais aussi doivent aujourd'hui apprendre à lire et savoir et à connaître leurs droits. On ne va pas vous répéter tous les jours les mêmes choses. Si tous vous mettez ensemble, mais ces choses ne devaient pas arriver. Aujourd'hui, on ne devait pas mettre les gens en détention provisoire, sans preuve, sans rien. Mais comme vous ne dites rien, qui ne dit mot consent? Et c'est ça, arrêtez de faire la politique de l'autruche. Vous êtes là ou bien là, tout, comme l'autre là-bas, vous regardez et puis vous observez. Non. Les prisons là sont déjà pleines, ils vont aller vous mettre si vous êtes tous ensemble. Donc, travaillez ensemble pour que les choses puissent changer dans le pays. Il n'est pas normal qu'une personne parte en prison alors qu'elle n'est pas coupable. Les enquêtes sont bâclées. Parce que le problème de la détention politique, c'est ça, les enquêtes sont bâclées, les procureurs s'en fichent tant qu'ils ont leur petit cachet. Et c'est ça le problème en fait aujourd'hui au Gabon. Battez-vous pour ça, pour vos droits vraiment. Moi, c'est seulement ce que j'avais à dire, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. On parle de droit au niveau international, oui, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour que ces droits soient respectés? Oui, les gens ont fait un rapport. Oui, ils sont partis défendre. Mais vous, en tant que Gabonais, si vous ne dénoncez pas les faits, bon, comment on peut faire bouger les choses? Il faut dénoncer même les victimes qui sont sorties, qu'on n'a jamais dédommagées là. Vous devez parler pour dire que moi, m'a mis 10 ans, on m'a sorti aujourd'hui et dire les faits, où votre dossier était, si votre dossier, si on l'avait fait disparaître. Donc, c'est des choses importantes comme ça qu'il faut apporter aussi au vu de tout le monde. Faites votre témoignage de votre vie. On peut vous mettre en prison pour ça. Parce que je dis, c'est des vies qui sont gâchées, qu'on a mis en prison depuis des années. Bon, comment on fait pour dire, on ne vous dédommage même pas, alors que vous êtes des victimes de la société. Donc, battez-vous quand même pour vos droits, en fait. C'est parce que vous étiez en prison qu'on va vous stigmatiser, mais malgré ça, c'est en parlant qu'on va éviter de vous stigmatiser parce qu'on va comprendre que vous êtes des victimes, en fait. Mais en vous taisant, on va dire que vous vous sentez coupable, c'est pourquoi vous vous taisez, mais ce n'est pas le cas pour certains. Donc, apprenez vraiment à vous exprimer, à parler et à défendre vos droits. Pour dire que voilà, moi j'ai été victime, voilà ce qui s'est passé, on m'a mis tant de temps et je n'ai pas été dédommagé. Qu'est-ce que l'État a fait pour me restituer dans la société en tant qu'individu? Qu'est-ce que l'État a fait pour me redonner ma dignité? Parce que l'État dit qu'il est venu vous redonner la dignité. Quelle dignité vous donne aujourd'hui les personnes qui ont été flouées? C'est ça en fait. Battez-vous pour ça. Merci à vous. Beaucoup de courage à ceux qui ont été victimes de ce système qui broie les gens. Et surtout pour ceux qui sont encore là-bas, beaucoup de courage à eux. J'espère qu'ils sortiront un jour. Vivants surtout. Voilà. Alors, moi je tenais à dire ceci. Il faut toujours se baser sur ce cas. La restauration de la dignité des Gabonais, la libération du Gabon, la restauration des institutions qui a été faite le 30 août 2023. Où
Monsieur Oligui a fait un coup d'État parce que Madame Sylvia Bongo et son fils ont pris le Gabon en otage. Et que le Gabon a été géré comme une poubelle. La loi n'était pas lue. La loi n'était pas appliquée, pardon, le droit n'était pas lu. OK? Et les institutions étaient caduques. On avait des hommes forts et des institutions faibles. Il n'y avait pas l'état de droit. Donc, il n'y avait pas la séparation du pouvoir. Ce sont les raisons pour lesquelles Oligui a fait le coup d'État. Nous constatons que, après le coup d'État, on vit les mêmes travers. On prend le cas des gens qui sont arrêtés et envoyés en prison sous mandat de dépôt. Ces gens-là vivent dans des conditions exécrables. Il fallait lire le rapport. Vous allez couler les larmes. Et nous avons des bonnes dames qui sont allées représenter le Gabon à l'ONU, qui sont allées lire les tests qu'il y a au Gabon, mais ces tests qui ne s'appliquent pas au Gabon. Nous ne voulons plus de ça. Nous savons bel et bien que la torture est toujours d'actualité. Les sévices dans des milieux incarcéraux sont toujours d'actualité. Nous savons que la justice n'est pas appliquée, elle n'est pas indépendante. Nous le savons tous. Au lieu d'aller justifier votre argent que vous recevez de l'ONU en disant la vérité, vous êtes allé raconter des mensonges. Les Gabonais doivent être informés de ça. Raison pour laquelle j'ai lancé ce live-là. Pour vous montrer ou bien pour vous faire écouter ce que la dame est partie raconter et ce qui est le contraire de ce que vous vivez au Gabon. Nous avons eu plusieurs cas de personnes qui ont subi des tortures. Madame Sylvia Bongo, Noureddine Bongo. Nous avons Joan Bondapa à son âme. Nous avons le petit qui avait essuyé le macana avec le t-shirt de Oligui Nguema. Nous avons Kalstessi. Nous avons le Yamike qui était à Mwanda. On a enlevé les cheveux. Nous avons aussi les jeunes qu'on avait arrêtés pendant le couvre-feu, qu'on a rasé la tête, etc. Nous avons plusieurs cas pendant la transition et après la transition. La personne du gouverneur, là, tu te rappelles, non? C'est ce que j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Donc, ce qu'il raconte, c'est que du pipeau, c'est du mensonge. Rien n'a changé. Parlant des milieux incarcéraux, vous connaissez comment les Gabonais dorment dans les cellules. Ils sont à 20 ou à 40 000. Il n'y a pas de lit. Ils font même le turnover, les rotations. Quand tu dors, toi, de 6 heures à 2 heures, moi, je change. C'est comme ça qu'ils font là-bas. La nourriture n'est pas appropriée. Même l'eau pour se laver, il n'y a pas. Il y a les rats et il y a les éclancres-là qui vivent avec les êtres humains. La prison n'est pas l'enfer. La prison, c'est un milieu incarcéral où on doit, comment dire ça, recadrer quelqu'un, mais pas en faisant ce que vous faites au Gabon, là. Au point où la dame vient dire que non. Oh, elle a dit quoi, la dame, là, tout à l'heure? L'âme que tu as mis tout à l'heure, là. Elle a dit qu'on ne peut pas souhaiter la pousse à son pire ennemi. Voilà. Regardez les propos de cette dame-là. Donc, pour elle, la prison, c'est l'enfer. Mais dans des pays qui se respectent, les pays démocratiques, on ne peut pas parler ainsi. On ne dit pas ici que la prison doit être l'hôtel 5 étoiles. Mais le minimum vital, respecter l'humain, respecter les droits de l'homme, c'est ce qu'il faut appliquer dans des milieux incarcéraux. Notre pays n'a pas changé d'un iota. Nous vivons les mêmes travers, pire avec Oligui Nguema. Et nous disons non à cela. Nous allons toujours dénoncer. Et je vais faire une parenthèse concernant les jeunes Gabonais qui vont étudier à l'étranger, qui comptent que sur la bourse gabonaise. Vous savez que le régime actuel n'est pas un régime sûr. Ce régime passe son temps à mentir. Donc, au lieu d'aller dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays où la monnaie n'est pas lourde ou bien la monnaie n'est pas forte, vous venez en Europe avec l'autorisation de vos parents. Vous venez ici et vous faites des 6 mois, des 7 mois sans votre bourse. Nous avons le jeune petit qui est parti là. C'est l'une des causes qui a fait en sorte qu'il ne soit plus de ce monde.
parce qu'il a resté des mois sans bourse. Donc, j'interpelle ici les parents. N'envoyez plus vos enfants à l'étranger si vous n'avez pas les moyens, surtout en Europe ou aux États-Unis. Envoyez-la tout près où vous pouvez avoir 50 balles, 50 cas ou 100 000 pour pouvoir envoyer votre enfant pour pouvoir manger. Mais pas ici en France ou en Italie ou je ne sais pas où. Ne le faites plus. Parce que c'est de votre faute aussi. Tu peux avoir des moyens et compter sur un régime, un système ou bien un État qui ne prend pas ses responsabilités en main. Et pourtant, les enfants ont signé l'engagement décennal. C'est un engagement. Donc, l'État gabonais doit prendre ses responsabilités en main, mais ils ne le font pas. Donc, n'envoyez plus vos enfants en Europe ou en Amérique. Envoyez-les en Afrique où toi-même tu peux avoir tes 100 000 ou tes 200 000, tu envoies à ton enfant. Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'on ne veut plus que nos frères et sœurs tombent ici à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants et de votre irresponsabilité. On ne veut plus de ça. Préservez vos enfants. Et si vous ne pouvez pas envoyer vos enfants au Sénégal, gardez-les au Gabon. Il y a des écoles qui sont là-bas. Ils peuvent apprendre là-bas. À l'institut de gestion, etc. C'est mieux que de perdre vos enfants comme ça. Donc, je vous remercie. Que Dieu délivre au Gabon. On est ensemble. Merci, peace. Merci à tout le monde.